Bonjour à tous, donc, je suis Florent Chazal, je travaille comme Operation Engineer à Zendesk, Vim ou Explore, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Donc, comme Rachel vient de vous présenter, nous, notre business aujourd'hui, c'est de faire de l'analytics, de la data visualization. Donc, on va consommer beaucoup de données par beaucoup de sources différentes. Pour vous donner vite fait une vue logique de notre infrastructure, en fait, elle est constituée de un front-end en Rails, un moteur de règles, un moteur qui est en Scala et de plusieurs autres microservices implémentés dans différents langages, qui tournent en fait notre infrastructure entière tourne sur AWS et tous ses services. Et en particulier, tout est containerisé sur Docker en utilisant ECS comme orchestrateur. On s'interface avec énormément de sources de données et donc on a énormément de secrets pour se connecter comme dans n'importe quelle application, pour se connecter aux bases de données, pour pouvoir se connecter aux différents microservices dont on dépend et toutes nos sources externes. Donc, on s'est retrouvé dans une situation, quand on a été racheté par Zendesk, à devoir réimplémenter une infrastructure complète. Et donc, on s'est demandé, mais où est-ce qu'on va pouvoir mettre ces secrets? Et donc, il y a plein de solutions possibles. Pour ceux qui sont dans ce genre de milieu, vous avez dû rencontrer certains de ces outils. On peut soit l'intégrer directement à notre cycle CI/CD et intégrer nos secrets directement au niveau de l'application quand on la build au niveau d'un Jenkins ou autre, ou alors on peut utiliser un Configuration Management System du type Chef et utiliser des databags ou Chef Vault, ou dans le monde de Puppet, il y a d'autres solutions de type Hiera ou sur Ansible. Sauf que nous, on était parti en se disant qu'il fallait qu'on reste sur une infrastructure qui reste le plus simple possible, et donc on voulait éviter au départ de faire un choix sur ce genre de système de configuration management system. Et on voulait aussi une granularité potentiellement accrue sur l'accès au secret et son auditabilité, parce qu'on est censé être SOC 2 du fait du rachat de Zendesk, qui est une norme assez restrictive sur le fait qu'on soit capable de tracer tous les accès au secret ou n'importe quoi d'ailleurs qui se passe sur une infrastructure de production. Et donc, on est tombé sur HashiCorp Vault. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas HashiCorp, c'est ceux qui sont derrière Packer, Vagrant, Terraform et j'en passe. Et donc, une société qui fait vraiment des bons produits. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Donc, pour résumer, Vault, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple en termes de design. C'est une API REST. Donc, avec une structure de ressources REST classique en arbre, avec donc différents sous-domaines, sous-ressources auxquelles on peut accéder par une API CRUD classique. Les gros avantages, donc c'est du Go en single binary, donc l'installation est vraiment très simple. Toute l'accès au secret est géré par token avec des dates de validité qui sont révocables, etc. Ce qui permet vraiment un bon suivi des accès au secret. C'est complètement indépendant de la plateforme sur laquelle ça tourne. C'est fourni d'origine avec une capacité de haute disponibilité déjà intégrée dans le système, avec un système de clustering qui fonctionne quasiment tout seul. On spin des VM avec Vault dedans, elles se découvrent elles-mêmes et finissent par recover en cas de failure toute seule aussi. Il y a pléthore de connectivité en termes de back-end d'authentification. Donc, on peut le connecter à un LDAP, à un Active Directory, à AWS IAM, Google Cloud ou un simple login password. C'est vraiment très simple à intégrer. Et au niveau des accès donc, aux différents secrets, au niveau de notre arbre de ressources, on peut vraiment restreindre très finement l'accès à tel ou tel secret en read, en write, etc. Il y a une énorme communauté derrière qui donc les fonctionnalités évoluent au jour le jour et il fournit aussi une très bonne capacité d'auditabilité qui est donc très importante pour nous dans le cadre de respect des normes SOC 2.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé Vault? Personne? Ok. Ok. Donc, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps. Donc, en fait, le principe de Vault, c'est donc qu'on peut stocker des secrets dans ces différents endpoints et derrière, avec une simple requête curl ou la command line, ça permet de récupérer les secrets qui sont stockés dedans avec donc une étape précédente d'authentification. Donc, ce qu'on a fait au départ, on ne s'est pas embêté, on a mis tous nos secrets dans Vault et on s'est dit, c'est bon, on est sécure. Donc, nos secrets, là, je vous montre très rapidement un exemple de liste de secrets qu'on peut avoir. Si on fait un Vault list sur secret slash, on se retrouve avec nos applications, les secrets de nos applications. Et par exemple, dans common, qui sont des secrets partagés, on peut avoir les secrets d'Airbreak ou de notre base de données. Donc, comment est-ce qu'on a implémenté ça? Donc, la première étape, c'est de définir une politique d'accès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une politique. Comme vous pouvez le voir ici, on a défini une politique qui s'appelle EC2 Policy avec un pass assez simple qui est secret étoile. Donc, n'importe quoi qui est derrière le pass secret est accessible en read à ceux qui possèdent cette politique. Ensuite, on a créé un rôle à qui on a associé donc, cette politique qui dit si l'instance qui requiert un secret appartient à la compte ID AWS Intel, alors il a le droit d'accéder à peu importe ce que définit cette politique. Donc, il va avoir accès en read à n'importe quel secret qui est derrière secret slash. Donc, comment ça se passe? Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre infrastructure est basée sur ECS. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on boot des conteneurs Docker. Quand le conteneur boot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller demander quel est son… il va aller demander au niveau de l'instance EC2 quel est ses credentials AWS. Donc, je pense que si vous avez déjà travaillé à AWS, vous êtes familier avec ce genre d'adresse qui permet en fait de récupérer les métadatas de l'instance EC2 et donc en particulier ici l'instance identity qui va donc comporter par exemple la compte ID qu'on a définie précédemment dans la policy. Et donc en fait ensuite le conteneur va pouvoir aller demander un token auprès de Vault. Donc il va lui dire ça c'est mon PKCS7, dis-moi est-ce que je peux avoir un token. Lui il va aller demander à EC2 est-ce que ce gars-là répond bien à la politique de sécurité qui dit qu'il doit faire partie de la compte ID AWS Intel? Et si oui, il va pouvoir recevoir son token. Et ensuite, donc voilà, donc là maintenant l'instance ECS task, la task a son token, donc il va pouvoir ensuite requêter un secret en interrogeant. Donc là par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Consult Template, qui va faire l'équivalent du Vault Get qu'on a vu dans les slides précédents et qui va aller chercher par exemple dans le pass secret common Datadog l'API key de Datadog et donc l'injecter dans le fichier de configuration de Datadog au démarrage. Voilà. Et là, on s'est rendu compte que c'est bien gentil notre façon de faire les choses, mais si quelqu'un arrive à pénétrer à compromettre notre front-end, qui est potentiellement notre élément le plus vulnérable de notre infrastructure, du fait que notre politique de sécurité se base sur les propriétés de l'instance EC2 qui la host, et par définition, l'instance EC2 elle-même peut contenir une application de celle-là et un conteneur de celle-là, un conteneur de celle-là ou autre. Donc, en fait, ils obtiennent tous le même token qui permet d'accéder à tous les secrets. Donc, en fait, on se rend compte assez facilement qu'ils peuvent potentiellement accéder à tous les secrets de notre infrastructure directement, en incriminant qu'un seul service. Donc là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester avec ce design-là, c'était un peu trop risqué. Et en fait, heureusement, donc on s'est dit ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à ségréguer l'accès aux secrets. Donc, dire que l'appli race l'appli front-end ne peut accéder qu'à ses secrets de front-end, l'engine qu'au secret engine, etc., etc. Et heureusement, en mai de cette année, Vault, HashiCorp, est sorti avec une nouvelle feature qui permet en fait d'avoir un rôle qui n'est plus attaché, des credentials qui ne sont plus attachés seulement à l'EC2
qui l'héberge, mais lié directement à la task, au conteneur lui-même qui est runné dans ECS. En fait, c'est lié à une nouvelle feature qui est sortie fin 2016 ou mi-2016 chez AWS qui s'appelle les IAM Task Role, qui donc permet d'associer un conteneur ECS, un conteneur d'application, un conteneur Docker, avec une politique, avec un rôle spécifique dans IAM. Donc, on a mis ça en place. Donc là, ici, si vous êtes familier avec Terraform, vous reconnaîtrez très facilement la définition d'un nouveau IAM role qui est en fait de type ECS Tasks et qui permet donc d'assumer le rôle de task. Et en fait, on va en créer une par service. Et ensuite, ce qu'on va faire côté Vault, c'est qu'on va faire une définition, on va faire très attention que nos secrets soient bien identifiés par application name. Et derrière, associer cette politique qui donc ne permet plus secret / étoile, mais secret / l'application name et étoile en read. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, l'associer au rôle qu'on vient de créer précédemment et donc restreindre l'accès au secret seulement à la task prédéfinie qui a ce rôle prédéfini. Donc, au niveau d'instance pour la récupération des secrets, on obtient un nouveau endpoint qui n'est plus celui qu'on voit d'habitude dans les accès aux métadonnées, qui est d'habitude 169.254, 169.254 pour les métadatas d'une instance EC2. Là, on finit avec un autre endpoint qui est disponible que sur les conteneurs ECS. Et en fait, là, c'est un peu compliqué, donc la partie comment est géré le secret au niveau ECS. C'est-à-dire que l'agent ECS, quand il va booter, c'est l'orchestrateur de ECS qui va permettre de répondre aux requêtes de lancement de Docker, d'instance Docker. Il va d'abord, avant de lancer le Docker, aller demander les credentials à l'instance EC2, utiliser ces credentials qui ont des droits particuliers pour lire les rôles, demander est-ce que cette task a un rôle, est-ce que je peux avoir les credentials dédiés à cette task que je vais lancer, récupérer les credentials et créer une variable d'environnement qui est injectée ensuite dans le conteneur lui-même, donc avec un docker-e, la variable d'environnement et les détails en fait d'accès. Et en fait, ça va permettre à chacun des conteneurs, donc des ECS tasks qui vont être bootés, de pouvoir interroger des endpoints qui leur sont uniques. Et donc, grâce à ce mécanisme un peu complexe de récupération de credentials, il va pouvoir faire le même mécanisme que ce qu'on a vu tout à l'heure pour aller récupérer les secrets au niveau non plus EC2 metadata, mais ECS metadata qui sont dédiés donc au conteneur, et derrière récupérer son token comme on a vu avant. Donc là, il y a un élément où il faut faire attention, c'est que donc il faut absolument bloquer l'accès au niveau des Docker à notre instance EC2. Sinon, le Docker, ça veut dire qu'il peut booter et demander les accès qu'aurait l'instance EC2 et donc potentiellement, si on a une politique associée un peu plus large au niveau de l'instance, récupérer des secrets qui ne lui appartiennent pas. Donc, voilà comment, en associant les nouvelles fonctionnalités d'AWS IAM et la granularité fournie par Vault au niveau de la ségrégation des secrets, on a pu complètement sécuriser notre infrastructure. Et aujourd'hui, on est sûr qu'une compromission de notre front-end ou même de notre engine ne va pas permettre d'endiguer plus de pertes que ce qui est initialement possible. Donc, juste pour venir un peu sur notre infrastructure et comprendre quelles sont les implications de lancer ce type cette complexité au niveau de la gestion des secrets, ça veut dire quand même gérer un cluster Vault. Donc, nous, aujourd'hui, on gère tout avec Terraform, Packer et donc Consul Vault et Consul Template pour la contextualisation. Mais donc, c'est quand même gérer un Consul Cluster qui veut dire au moins 3 machines. Même si c'est des T2 micro, il faut gérer leur état. Pareil pour les Vault Clusters. Ensuite, donc nous, on se connecte à un LDAP. Dans notre cas, on a fait ce choix-là pour l'authentification des utilisateurs qui voudraient éditer les secrets, etc. Et ensuite, on combine
tout ce qui est, donc on combine les deux parce qu'en fait, on a des services qui sont soit des task roles pour nos applications, soit des ECS instances rôles dont vont être donc dans le cas où Vault, par exemple, lui-même, il host un agent Datadog, par exemple, dans sa machine EC2 et lui-même a besoin de secrets spécifiques à l'infrastructure et donc lui, il a une politique spécifique liée à son instance. Voilà pour notre infra. Donc, les problèmes qu'on a pu rencontrer, on se retrouve un peu avec un problème récurrent dans la gestion des secrets, c'est on a des secrets, on veut les mettre dans Vault, ok, mais en attendant, nos secrets, on les met où? En attendant de les avoir dans Vault. Ça, on n'a pas encore trouvé de solution probante pour ce cas-là. Et ensuite, comment est-ce qu'on garde une trace comme au niveau du code, c'est assez simple. On met tout dans Git, on voit qu'est-ce qui a évolué. Mais au niveau de Vault, du fait que c'est secret, on ne veut pas que ce soit écrit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une traçabilité sur ce qui a été changé au niveau de Vault en coordination avec ce qui a été changé dans le code. Donc, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir du code qui boot et l'application ne marche pas parce qu'il n'y a pas les secrets dans Vault. Mais comment est-ce qu'on aurait pu s'en rendre compte avant? Donc là, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être développées côté Vault pour pouvoir faire ce qui serait sympa, ça serait d'avoir par exemple un DSL qui décrit notre arbre et qui fait un check de est-ce qu'au moins les clés sont disponibles avant même d'essayer de starter le container. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à quand on utilise un chef Databax par exemple qui lui va nous dire à l'avance si les éléments sont là, on n'a pas de notion, on n'a pas cette notion-là. Donc ça a été un gros problème. Et ensuite, le dernier problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on a tout automatisé sur la partie déploiement. Mais le seul élément qu'on ne peut pas déployer automatiquement, c'est les serveurs Vault. C'est-à-dire que si on les update, il y a un système de sealing qui bloque le Vault, qui ne va plus être accessible à partir du moment où il est rebooté ou il rejoint un cluster. Et il va être débloquable à la main en rentrant des clés très spécifiques qui sont générées à l'initialisation du cluster. Et aujourd'hui, si on met ça dans notre outil d'automatisation, on casse la sécurité parce qu'on a nos tokens d'origine qui sont donc disponibles quelque part, alors qu'à la base, le système lui-même voudrait que justement c'est gardé très précieusement par des personnes prédéfinies. Donc, on se retrouve un peu dans cette problématique-là. Derrière, les bons côtés, c'est que vraiment, au niveau déploiement, même s'il y a des machines à gérer, c'est des services qui sont très, très, très résilients. Ça gère vraiment très, très bien le downtime et le recovery. Donc, sans vraiment il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour avoir un cluster en achat sur AWS. C'est vraiment minimal le code qu'il y a à écrire pour avoir ça. Et derrière, les outils qu'il y a autour pour faire du templating ou même de la command line pour aller interroger l'état du Vault, etc., c'est énormément fourni. Il y a énormément de gens dans la communauté qui travaillent dessus. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des outils adaptés à notre problème. Donc, aujourd'hui, on ne regrette pas trop notre choix. Mais quand même, en faisant ces slides, je suis tombé sur un article de Segment.io qui décrit comment faire exactement la même chose, mais sans Vault. Avec un truc qui s'appelle SSM et KMS, en fait, en coordination. Je vous invite grandement à le lire. Ça décrira beaucoup mieux ce que je viens de vous faire, la gestion des droits, et vous retrouverez les schémas que j'ai piqués là-bas, d'ailleurs. Sur, en fait, comment gérer exactement le même genre de problématique, mais cette fois-ci, sans avoir à gérer un cluster Consul, un cluster Vault, etc. Je n'ai pas encore assez creusé pour savoir qu'est-ce que ça veut dire en dev, parce que nous, par exemple, en local, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin d'AWS. On spin-up nos Docker avec un Docker Compose ou autre. On a un Vault local qui tourne et on l'interroge directement et on n'a plus de notion de AWS role. On peut travailler en local. Aujourd'hui, avec ce genre de solution, je ne sais pas comment on fait pour s'affranchir d'Amazon. Donc, le vendor lock-in, à mon avis, il est encore plus grand, mais bon, au point où on en est, je pense que c'est plus trop un problème. Et j'ai pas vu beaucoup d'outils autour du templating et de l'interrogation. Donc, par exemple, je sais que Segment.io, ils décrivent en particulier dans ce post le fait qu'ils ont écrit une command line qui s'appelle Chamber, qui permet en fait d'aller interroger parce que l'AWS CLI, pour ceux qui l'ont utilisé, c'est pas toujours super friendly. Donc là, ils ont fait un wrapping qui est assez bien fait apparemment pour faire l'interrogation
prod des secrets et gérer un peu l'arborescence. Mais je ne pense pas qu'il y ait autant d'outils que ce qu'il y a sur Volt. Voilà, si vous avez des questions. Ouais. Comment vous insérez les secrets dans Volt? C'est donc le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est en fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on a un script bash qui en fait est un peu notre historique d'arborescence. Et derrière, donc nous après dans notre process de développement, on a un process très très strict on doit avoir un ticket Jira qui derrière doit générer une procédure de déploiement en production, etc. Et donc dans cette procédure de déploiement en production, on va à la main, et c'est là que le bas blesse, à la main, aller dans chacun de nos environnements, rajouter le secret qui manque ou l'élément ou la modification en runant le script. En fait, il y a un commit qui va être l'update du script, et en fait, pendant le process de rollout to production, ce qu'on va faire, c'est que la première étape va être run ce script, et donc ça va obliger à rajouter le secret qui manque. Voilà. Donc, mais c'est à la main, c'est-à-dire que c'est pas juste Terraform Apply, c'est-à-dire ce qui se passe avant. Donc là, moi, l'idée, en fait, on a un avantage, c'est que là, on se retrouve dans une situation où nous, on va être une nouvelle infrastructure liée à celle de Zendesk qui, elle aussi, utilise HashiCorp Vault. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est que l'idée, ça serait d'avoir un Vault central qui serait celui de Zendesk, par exemple. Et derrière, on feederait ce Vault-là. Et en fait, Terraform viendrait chercher les secrets. En fait, il y a un Vault provider dans Terraform qui permettrait d'aller chercher les secrets côté Zendesk. Et donc, à ce moment-là, on se rendrait compte, en fait, déjà que quelque chose manque. Et vraiment, on aurait un système qui pourrait être complètement automatisé et failerait à l'apply, en fait. Et donc, ça serait pas mal. Donc, ça, c'est l'idée à venir. Ou alors, qu'on implémente un outil propre qui fasse du parsing côté code et du parsing côté Vault et qui dise « Ah, j'ai un mismatch entre ce qui est demandé et ce que j'ai et je bloque le déploiement. » Et donc, on a un meilleur suivi sur ce qui se passe. Après, le premier push du secret dans Vault, il va forcément être manuel. Parce qu'on va aller chercher la clé sur, je sais pas moi, Google Cloud pour l'authentification ou autre. On va la prendre, on va la pousser une fois. Mais il y a un moment où il va falloir faire quelque chose de non traqué, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Vous avez compris quelque chose de tout ce que j'ai raconté? C'est un peu trop. Autre question? Ouais, vas-y. Comment vous backup? Alors, en fait, notre backup, là, notre backend, c'est Consul. Et en fait, tu as un système qui s'appelle Consul Snapshot. Et en fait, tu backup, Consul derrière, c'est un KV Store classique. Et donc, tu backup cet élément-là. Et donc, celui-là, il contient tous les éléments que chiffrés, ainsi que les clés de hachage, en fait, qui permettent, si jamais tu le restores, les vols qui vont s'identifier, ils vont savoir à quelle clé ils ont le droit de répondre. Voilà. Tu nous as dit que vous aviez mis. Allô? Ouais. Tu nous as dit que vous aviez passé les secrets des instances sur les applications. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Est-ce qu'on peut faire des secrets encore plus fins? Après, toute la limitation, ça va être ce que permet de fournir Amazon en termes de granularité. C'est-à-dire que là, on s'est appuyé sur le fait que IAM permet d'avoir une ségrégation au niveau des tasks CS, donc de ton Docker, de ton instance Docker. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait aller plus finement dans ces éléments-là. Parce que là, celui qui est capable d'être garant de l'association task et rôle IAM, c'est le CS Agent, donc l'orchestrateur. Mais à partir de il n'a aucune conscience de ce qui tourne dans le Docker. Donc, je ne vois pas comment on pourrait aller encore plus finement que ça. Après, du coup, on va avoir plusieurs instances d'une même appli. Ouais. Ils auront tous le même rôle pour l'appli. Ils ont tous le même rôle, tout à fait. Ils ont juste des endpoints différents par rapport à leur Docker, à leurs instances de Docker. Mais du coup, une fois que l'appli est corrompue, une fois qu'il suffit d'en corrompre un pour choper tous les. Après, on chope donc tous les secrets dédiés à l'application. Donc, la couverture est plus ou moins grande en fonction de l'appli. En tout cas, dans notre cas, ça ne donne pas accès à la même chose.
Et après, oui, peu importe sur quelle instance on tombe. D'abord, pour l'attaquant, de toute façon, c'est assez transparent parce qu'on est derrière un load balancer, on va tomber sur une API, un serveur d'application, et derrière, oui, on n'a pas besoin d'aller plus loin sur cette application. On a déjà tout son potentiel de secret. Autre question? Non? Ouais. Si je repasse sur la traite. Comment? Je sais pas de sticker Steeds. Ça fait 1 an que je réclame. Vas-y. Ouais. Sur le guest, et où ton RP? Je suis sur le Wi-Fi. Ton RP, il est où? Comment RP il est là? Ah, peut-être que sur le Wi-Fi guest, on n'y a pas. On n'a pas accès, ça? Non. Le problème, c'est que mes slides, en fait, j'ai perçu que je ne peux pas les partager, malheureusement. T'as pas un HDMI? Moi, j'ai un HDMI. Ouais. Je ne mets pas un HDMI. Ça va être parfait. Hop. Tac. Il ne va pas. Ils ont ça. Ça, je t'avais dit de. C'est un zoom, non, ça va? Ouais, c'est un zoom. Attends, si je me connecte au zoom et je fais le screen share, Quoi? le partage d'écran. Si tu me donnes le zoom ID, moi j'ai zoom. D'accord. Non, mais le zoom ID, il est. Ouais, attends. C'est ça. C'est ça, c'est 711. Ouais. 74. Tu veux que je stoppe le recording peut-être? En attendant le... Non. Non. Comme ça, on a 2 segments. 74. 794, 711, 29, 72. Tu peux arrêter ma vidéo aussi. Voilà. Attends. Voilà. Il est où ton slide? Tu peux mettre ça là. Non, pardon, c'est pas ça. Descends. Oui, Ouais, je suis. Attends, on va mettre n'importe quel Chrome. C'est étonnant ça. Alors, c'est ça. C'est celui-là. Ok, ça va. Technology. C'est bon, alors, est-ce que le clicker marche ou pas? Non, Non. le clicker, il est là. Je vais mettre là. Yay. Perfect. Thanks. Ok. On avait dit qu'on le ferait en anglais. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit sur la page Meetup. Est-ce que vous préférez qu'on passe en anglais ou en français? Moi, ça m'est égal. Pour français, levez la main. Pour anglais, levez la main. On va le faire en français, du coup. Les seuls qui ont répondu, c'est ceux qui voulaient que je le fasse en français. Donc... Ok. Moi, j'ai voulu raconter un peu une histoire de comment on est passé du capacity planning, à l'époque où on faisait de l'infraphysique, ou de l'infraphysique virtualisée, vers de l'optimisation de coûts, en switchant donc de l'infraphysique vers le cloud. Et du coup, j'en profite pour vous parler un peu de comment le billing fonctionne et qu'est-ce qu'il faut regarder sur le billing AWS et comment on peut optimiser un petit peu ses coûts, en tout cas, quelles sont les quelques actions qu'on peut prendre. Alors, qui je suis? Je m'appelle Damien, je m'occupe de l'infrastructure chez Teads. Teads, on fait de la publicité vidéo sur Internet. On sert à peu près
1 milliard de viewers par mois. Moi, j'utilise personnellement AWS dans mes différentes expériences depuis 2013. Et vous pouvez me trouver sur Twitter si vous voulez. Donc, on va commencer par tourner autour du capacity planning. Comment on faisait ça? Pourquoi est-ce que ça avait des limites? On va discuter comment bien traquer les coûts AWS. Qu'est-ce qu'il faut vraiment spécifiquement regarder? Et comment on peut essayer de les optimiser un petit peu. Right. Donc, capacity planning. Quand on est à l'époque de l'infra-physique, quand on démarrait une nouvelle infra, notre première approche, c'était de faire un guess, de faire une espèce de bet sur aujourd'hui, on fait tant de workload, l'année prochaine, on fera plus 10, plus 15, plus 20%. On prenait un bet. Au fur et à mesure des années, on affinait un petit peu ce bet et ça devenait une estimation, quelque chose qui ressemblait à une estimation. On se disait, bon, on sait que l'an dernier, on a fait 20%, on sait qu'on est sur une trajectoire de croissance, donc notre capacity planning pour l'année prochaine, ça va être 27%. Ouais, on faisait l'estimation. Et puis petit à petit, c'est devenu une anticipation. On était suffisamment confiant pour anticiper ces périodes de croissance pour peu qu'elles soient linéaires. Ça posait quelques problèmes de flexibilité. On est notamment notoirement très très mauvais aux estimations en tant qu'humain. On a des biais d'estimation colossaux. Spécifiquement dans l'IT, en fonction de votre responsable, vous avez un biais à la hausse ou à la baisse. Si le service dont vous dépendez est piloté par un CFO, par exemple, vous allez faire du capacity planning moins. Vous allez chercher la réduction de coûts la plus forte possible et donc limiter le nombre de spares, le nombre de machines qui seront disponibles pour supporter la croissance du business. En revanche, si votre chef c'est le CTO ou le CIO, donc un techie, vous allez avoir tendance à over-provisionner, à être certain de ne pas louper le scale, la croissance de l'entreprise. Et si vous avez besoin de scaler rapidement, des choses qu'on a vues dans la plupart des startups Internet ces dernières années, il y a eu des croissances assez folles. En général, la première réponse, c'est bon, on a des spares qui traînent dans un coin, ils sont là pour supporter une défaillance hardware, c'est pas grave, on va se mettre à les utiliser parce que là, il faut qu'on supporte le business. Et puis après, une fois qu'on a utilisé tous les spares, on n'a plus rien. Bon, on a un petit serveur dans un coin, il fait de la CI, il fait que 20% CPU en workload moyen. Bon, si on mettait une petite base de données quand même pour offloader un petit peu notre master, donc on va mettre un read replica dessus et ça va nous permettre de supporter la croissance. Une fois qu'on n'a plus ça, on va acheter n'importe quel hardware qu'on trouve et on va racker des trucs qui sont hétérogènes. On va se retrouver avec des systèmes hétérogènes au sein d'un même hardware et avec des hardware hétérogènes. La réponse à tout ça, ça a été le lift and shift. Le lift and shift, c'est le terme consacré pour dire on prend une infrastructure qui a été designée pour être déployée dans un data center, puis on la copie-colle dans le cloud. Ça va solver tous nos problèmes. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça ne solve pas souvent les problèmes parce qu'on oublie, en fait, quand on fait un lift and shift, on ne s'appuie pas sur les fonctionnalités du cloud. Bien souvent, c'est piloté par quelqu'un qui est venu voir quelqu'un d'assez haut placé dans l'entreprise et qui dit ce serait bien qu'on fasse du cloud. Du coup, on va faire du cloud. Mais faire du cloud en reproduisant de l'infra-physique, c'est toujours plus cher, systématiquement. Donc, toutes les rebates que votre account manager Amazon vous a vendues en pre-sales, le fait que ça va vous coûter 50% moins cher que votre data center physique, vous pouvez les oublier. En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Ça viendra après, quand on aura fini le lift and shift. Les raisons principales, c'est qu'on utilise très peu l'élasticité dans un data center physique. On provisionne un certain nombre de machines et ces machines-là, elles sont long running, elles existent, quel que soit le workload qui leur arrive en frontal, alors que le cloud n'est pas designé comme ça. On utilise assez peu les back-end managés. Ça veut dire que si vous avez besoin de faire une file de messages, par exemple, vous allez mettre en œuvre un certain nombre de serveurs pour supporter votre charge. Par exemple, un RabbitMQ, ça nécessite une infrastructure complète. Il existe des back-end managés qui permettent de répondre à ce cas d'utilisation. Et si on n'a pas beaucoup de messages, ça coûte très très peu d'argent. Et enfin, dans le lift and shift, on ne change pas de philosophie. Donc, on reste très très proche du data center physique. Et par exemple, l'exemple criant, c'est NFS versus Object Storage. Dans un data center physique, on est dans un endroit contraint dont on maîtrise les paramètres. On maîtrise les paramètres réseau notamment, et on connaît la latence entre ces différents serveurs. Et donc, NFS est une très bonne solution dans un data center physique.
dans Amazon, vous ne maîtrisez pas du tout la couche réseau. Vous la maîtrisez très mal. Elle est entièrement virtualisée. On ne peut pas garantir une latence entre un serveur EC2 et un serveur NFS qui va servir du fichier. Et du coup, il y a un changement de paradigme, il y a une approche à changer qui est de dire si j'ai besoin de diffuser du fichier et de le partager, alors je vais plutôt m'orienter vers un object store de type S3. Mais ça, en général, on ne le fait pas pendant le lift and shift, on le fait après. Et surtout, une fois qu'on a fini le lift and shift, on a des équipes de dev qui se retrouvent avec un super joujou, capacité infinie, génial. Et du coup, on se retrouve très souvent avec de l'over-provisioning. Tiens, j'ai besoin d'une base MySQL, et si j'essayais la M4 8X large, elle a l'air jolie celle-là, ça coûte beaucoup d'argent très vite. On oublie d'optimiser le code. On n'a plus besoin en fait d'optimiser. On n'est plus contraint par l'infrastructure. On n'est plus dans un cadre fermé, et donc on n'a plus besoin en fait d'optimiser ce code. Ça induit malheureusement des problèmes de performance auxquels on pallie en rajoutant de l'infrastructure. Donc ça génère des coûts importants. Et surtout, c'est le premier élément moi, que j'ai vu un peu partout, des gens qui oublient d'éteindre la lumière en partant, quoi. On démarre un petit POC le matin à 9h, hein, on arrive, on prend un café, on démarre un POC. Le POC ne marche pas bien, on part manger, on oublie qu'on a fait un POC ce matin, on part le soir, 18h, 19h, on rentre chez soi. Et en fait, l'instance R3-8X qu'on a démarré pour faire un petit POC, elle continue à tourner toute la nuit. Et si personne ne regarde, en fait, elle va continuer à tourner pendant des heures, des jours, des semaines, des mois. Ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Alors, comment est-ce qu'on traque? Combien ça coûte tout ça? Alors, on commence par accepter l'idée que le pricing chez Amazon, c'est quelque chose de très complexe. Ça paraît super simple. Vous regardez la page de pricing EC2 Amazon, voilà, 1 heure de tel type d'instance, ça vous coûte tant. Mais en fait, 1 heure de tel type d'instance, ça vous coûte tant, plus des petits trucs, plus des petits trucs, plus des petits trucs. Et au final, ça fait un pricing qui est excessivement complexe. Dans les très grosses entreprises qui ont des très très gros comptes, on pourrait imaginer avoir des gens dont le travail quotidien, 100% de leur temps serait alloué à optimiser la facture Amazon. C'est quelque chose qui aurait de la valeur pour l'entreprise, si vous voulez, tellement la complexité est forte. Donc, vous allez être billé par heure ou par gigabyte per month, par exemple, sur les différents services. Et c'est très important de bien garder en tête que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit chez Amazon. Alors, j'ai mis almost, parce qu'en fait, il y a un truc qui notoirement est gratuit chez Amazon, c'est toute la data qui rentre chez eux, c'est gratos. Vous voulez venir? Venez. Vous voulez la récupérer? Vous êtes sûr? Donc, vraiment très très peu de choses sont gratuites. Pour donner une petite idée là, sur la complexité du pricing, quand vous déposez un fichier sur S3, vous allez avoir 3 types de pricing qui vont, enfin, trois éléments qui vont vous coûter de l'argent. Vous avez le stockage qui va vous coûter de l'argent. Ça, c'est assez classique. C'est ce qui est advertised, c'est ce qu'on identifie le plus simplement et c'est ce qu'on calcule le plus simplement. Et vous avez aussi toutes les requêtes pour déposer ce fichier et pour aller le chercher. Donc, les requêtes HTTP de get et de put, elles vont toutes vous coûter de l'argent aussi. Et enfin, le data transfer, parce que ce fichier-là, vous allez le transférer out of Amazon. Et du coup, en fait, le prix d'un fichier et de son utilisation sur S3, ce n'est pas que le coût du stockage. C'est le coût du stockage, plus le coût de requêtage, plus le coût du transfert de données. Alors, c'est très important d'avoir une hygiène de facturation assez stricte. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut absolument, si vous êtes responsable de la partie billing pour votre compte Amazon, il est très important que vous connaissiez votre daily spend moyen. Combien ça vous coûte à peu près de runner Amazon tous les jours. Et il faut le regarder vraiment tous les jours. Pourquoi? Ça vous permet d'identifier des changements de trend. Si vous avez un service qui commence à partir, par exemple, quelqu'un qui a oublié d'éteindre une instance, on va rester sur cet exemple parce qu'il est assez criant. Ou alors j'en ai un autre, une instance qui enverrait des logs sur S3, par exemple. C'est relativement fréquent, une instance qui, je sais pas moi, reçoit des inputs et écrit dans S3. Cette instance, elle est partie en mode berserk, elle se met à écrire en boucle sur S3. Puis elle écrit beaucoup de fichiers. Personne ne voit, personne ne le verra en fait. Tant qu'on ne regarde pas spécifiquement, tant qu'on ne zoome pas sur cette partie-là de l'infrastructure, côté applicatif ou côté infra, on ne le verra pas. Dans le billing, alors avec un petit peu de délai, on va en parler, mais vous le verrez tout de suite. C'est-à-dire que vous identifierez que ce service, son coût S3 quotidien,
il est passé de 2 $ à 17 $. Oui, il y a un problème. Il y a un gros problème. Alors, pour pouvoir faire ça, il y a différentes étapes au niveau du billing Amazon. Le simple billing, c'est le billing dashboard assez classique. Donc, quand vous avez, si vous avez accès au billing dashboard de votre compte Amazon, quand vous arrivez, vous avez le spend du mois en cours, donc combien ça vous a coûté jusqu'à aujourd'hui, le forecast entre aujourd'hui et la fin du mois. Alors, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai jamais vu quelque chose d'accurate sur ce forecast-là. Il a toujours été complètement off. Et alors, plus on s'approche du 30 du mois, plus il est juste. Bon, merci Amazon. Mais vraiment, le cap du mois, il est complètement off, quoi. Donc, vous allez avoir ça qui sont disponibles et vous allez avoir le spend up to today sur EC2, S3 Data Transfer, les gros postes de dépenses habituels, avec un petit camembert qui vous dit vous dépensez 42% en EC2, 37% en S3. Bon. Ça vous donne une vision globale, vue de fusée de votre billing. L'autre option, c'est de regarder les factures. Donc, dans votre compte, vous avez accès aux factures, alors à la fois des mois précédents, qui sont les factures finalisées, qui sont les factures effectives que vous avez payées, mais vous avez aussi accès à la facture du mois en cours. Et donc, tout ce qui a déjà été comptabilisé est disponible. Ma facture c'est un PDF de plus de 50 pages. C'est illisible. Je suis incapable de lire cette facture. Ça me prendrait en fait. Si je veux le faire tous les jours, ça me prendrait 4 heures par jour. Alors il y a une solution. On va activer le detail billing. Assez bizarrement, on veut plus d'informations. 50 pages, c'est pas assez. Et donc dans les préférences de billing du compte, on peut activer le billing détaillé. Alors là, vous allez vous recevoir tous les jours sur un bucket S3, vous allez recevoir un fichier CSV GZIP qui contient une ligne, donc une line item par élément de facturation. Alors, un élément de facturation, ça peut être l'instance A à envoyer 50 mégas de data sur Internet. Donc, vous imaginez quand on a, c'est-à-dire que chaque élément de facturation est un atome tout petit. Le fichier en fin de mois GZIP, donc compressé de manière très agressive, il fait un peu plus de 120 mégas. Quand je le dégzip, il fait 1 giga 2 à peu près. C'est du texte. Hein. J'ai 1 giga 2 de lignes de texte. Voilà. C'est pareil, c'est inutilisable. C'est pas possible. Le gros avantage du detail billing, c'est que vous allez pouvoir utiliser des custom tags. Donc, vous allez pouvoir, sur toutes les ressources qui supportent les tags, il y en a de plus en plus chez Amazon, vous allez pouvoir dire cette EC2 que je démarre là, je voudrais la taguer comme étant le cost center de mon service web A. Et puis celle-là, c'est le service web B. Et ça, ces tags-là, vous pouvez les ressortir dans le detail billing, ce qui vous permet, un peu plus loin, on va regarder avec des outils externes, parce qu'évidemment, on va s'amuser à parser à la main des millions et des millions de lignes CSV, ce qui vous permet d'identifier que votre service A, sur toutes les ressources qu'il utilise, donc EC2, Data Transfer, RDS, Elasticache, DynamoDB, whatever, il vous a coûté tant, et il vous coûte tant par jour. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait à avoir une hygiène de facturation assez quotidienne en tout cas. Il y a un petit delta, c'est que le detail billing, il est systématiquement correct à J-2. Ça veut dire qu'on a un petit délai de 48 heures, merci Amazon, pour pouvoir prendre un revers sur une pente qui augmenterait trop vite. Pourquoi ça? Parce que Amazon dépose le fichier le matin, à peu près vers, je sais pas, entre 5 heures du mat et 9 heures du mat, en fonction du retard qu'ils ont sur la fabrication de cette facturation. Et ils le déposent donc qu'une fois par jour. Et le fichier contient toutes les données depuis le début du mois jusqu'à la date où il a été déposé. Mais du coup, en fait, le matin, à 8-9 heures du matin, Amazon n'a pas eu le temps de traiter encore toute notre consommation de J-1. Donc concrètement, moi, je considère qu'il est systématiquement bon à J-2. Donc aujourd'hui, quand je regarde mon daily dashboard, je regarde mon dashboard de lundi. Et lundi, je sais que mes données sont bonnes. Mardi, elles sont encore partielles. Mercredi. Voilà pour ça. Alors, il y a un outil qui est sympathique, qui reste plus proche du simple billing que du detail billing, c'est le Cost Explorer. Ça vous permet de faire des reports assez basiques. Ça vous permet de faire, en fait, ce que ça ne permet pas, on va plutôt passer comme ça, c'est de faire des dashboards. Donc, vous ne pouvez pas avoir, avec cet outil-là, plusieurs dashboards différents avec la capacité de zoomer
sur un service. Ça permet d'identifier des trends au niveau macro. C'est-à-dire que si vous pouvez vous rendre compte avec cet outil-là, si vous le regardez régulièrement, que votre consommation EC2, par exemple, elle est en augmentation importante. Par contre, pour aller identifier quel service a augmenté de manière importante sur EC2, ça va être un peu plus complexe avec cet outil-là. Alors, j'avais écrit ça un peu avant, mais il est plus utilisable qu'avant depuis août 2017. Donc, il a été revamp là en août dernier. Et c'est plus simple de l'utiliser que ça ne l'était avant. Et ensuite, il y a les outils externes. Les outils externes, les SaaS standards du marché, on va retrouver Cloudin et Cloud Health. C'est les deux leaders en gros du marché. Ils ont des produits qui sont exceptionnellement bien faits, magnifiques, très pertinents. Ils vont vous proposer des axes de saving importants. C'est vraiment très bien. Le seul gros problème, à mes yeux en tout cas, c'est leur pricing model. Comme ils ont accès à votre facture, ils vous disent « Ah, vous dépensez, je dis n'importe quoi, vous dépensez 100 kilos par an, 100 kilos dollars par an sur Amazon. Bon, on va vous prendre un pourcentage de ça. » Ok. Pourquoi? Bon. Et non seulement ça, mais en plus, leurs équipes commerciales vont vous dire « Mais attendez, it pays for itself. » On va vous donner des axes d'économie de, je sais pas moi, 25 000 $. Donc, même si on vous en prend 3 000, c'est pas grave. Vous allez gagner beaucoup d'argent avec nous. Bon. Nous, on a choisi de pas utiliser ces outils-là. Dans le monde open source, il existe un outil qui s'appelle ICE, qui a été développé historiquement par Netflix et qui a été repris récemment par une startup toulousaine qui s'appelle Tiviti, que j'aimerais rencontrer bientôt. Et donc, qui fournissent ICE as a service. ICE, comme la plupart des outils Netflix, enfin, comme la plupart des outils Netflix open sourcés, c'est des outils qui ont été faits par Netflix pour Netflix. Donc, si vous voulez installer ICE chez vous, c'est possible, mais vous avez devant vous quelques heures de pain assez intéressantes, quoi. Donc, l'approche SaaS de Tiviti peut être vraiment pertinente et ils ont repris le développement actif sur l'outil open source. Et en fait, voilà, nous, on a choisi de faire une petite lambda qui fait quelques dizaines de lignes de code que Loïc a démarré il y a à peu près un an, qui fait juste de l'ingestion, en fait, qui prend le fichier qu'on reçoit tous les jours, donc le fichier de detail billing dont on parlait, le prend, il l'ingère dans Redshift, et ensuite par-dessus Redshift, on vient construire un dashboard complet autour des données qui sont dans ce Redshift. Il y a une petite subtilité, c'est que comme le fichier qui est déposé tous les jours contient toutes les données depuis le début du mois. Du coup, on est obligé de wiper la table et de la réécrire. Ça évite de faire des opérations de update, insert if not exist, tout ça. Ça génère des choses un peu intéressantes, mais et notamment, si vous voulez query plusieurs mois, enfin faire des views, c'est sympa. Mais en tout cas, ça marche très très bien et on s'en sert vraiment tous les jours. Et enfin, moi, j'utilise encore un petit peu Excel et Google Sheet pour traquer le daily cost global, je vais en parler après, mais alors d'un point de vue très très macro, quoi, pour faire des prêts aux exécutifs, pour faire ce genre de choses, pour faire du reporting très macro, j'utilise ça parce que ça fait des graphes que je trouve plus adaptés, quoi. À quoi ça ressemble? Ça, c'est notre dashboard. Ça, c'est mon dashboard quotidien. Tous les jours, je regarde ce truc-là. Ça représente l'évolution. Voilà. Là, on voit qu'on a un peu plus d'activité en début de semaine et le week-end un peu moins. Et on voit que globalement, voilà, on a une petite élasticité. On n'a pas trop de trend d'augmentation forte sur un des services. Chaque couleur ici représente un service différent qui est donc tagué et qui traque, dont on traque le coût de manière différente. Et les select box ici me permettent de faire un zoom plus précis, soit au niveau d'un service, soit au niveau d'une opération API Amazon. Si je veux regarder l'évolution de run instance sur AP Northeast 2 AZ1, AZA, je peux, c'est génial. Ça prend un peu de temps à computer, parce qu'avec les millions de lignes qu'il y a dans Redshift, évidemment. Mais bon, c'est un outil qui est assez pratique. Quand on zoome, ça donne ça. Donc là, j'ai zoomé sur un de nos services. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, ça permet de voir que au début du mois de juillet, on a eu une augmentation des spot usage sur les R4 de Zixlarge, sur ce service-là spécifiquement, pendant quelques jours. Ça veut dire qu'on en a eu besoin un petit peu plus. Et puis qu'en fait, en fin de mois, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu d'infra là, qui était allumé pour rien. C'était des box de type R3 de Zixlarge en spot. Voilà, on les a éteints parce qu'on n'en avait plus besoin. Ça permet
d'avoir une bonne visibilité de qu'est-ce qui coûte cher dans un nouveau service. Et ça l'outil de dashboarding, quel qu'il soit, en fait, vous allez faire de la requête SQL, c'est Redshift. Redshift, vous pouvez requêter en SQL. Et via Excel, je sors des graphes de ce type-là. Ça permet de computer le daily cost qui va comprendre à la fois le run, donc c'est la facturation qu'on a tous les mois, plus les réservations qu'on a pu faire, les différents batchs de réservations qu'on a pu faire et qu'on a réintégré dans un daily cost. Ce qui nous permet d'avoir le daily cost réel d'utilisation d'Amazon. Parce que si vous prenez juste votre facture mensuelle et que vous la divisez par le nombre de jours du mois, vous ne prenez pas en compte l'upfront que vous avez pu payer sur de la réservation, par exemple. On va parler des réservations et des mécanismes pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, juste après. OK. Comment on optimise tout ça? Grosse surprise, on réserve. Et du coup, en fait, on revient un petit peu sur le capacity planning, finalement, quand on fait de la réservation. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, oui et non, parce que finalement, la réservation chez Amazon, c'est un mécanisme qui est quasi purement financier. Je dis quasi parce que la seule chose qu'il permet sur le plan technique, il permet de garantir la capacité. C'est-à-dire, si vous réservez 10 instances de type M4 XLarge sur tel AZ, Amazon vous garantit que votre account ID aura systématiquement la possibilité de démarrer 10 M4 XLarge sur cet AZ-là. Sorti de ça, tout le reste, c'est financier. Donc, il y a plusieurs types de réservations. Vous avez les réservations standards, pardon, les réservations convertibles. Les convertibles, elles vous permettent de changer de famille d'instances. Donc, entre vous réservez une C4 large, par exemple, ou 2 C4 large pour un workload, et vous vous rendez compte 6 mois plus tard qu'en fait, non, c'est des M4 qu'il me faudrait. Je me suis trompé, j'ai pas le bon CPU, j'ai pas la bonne RAM qui va bien. Et du coup, il y a une matrice qui dit que si vous voulez échanger N C4 large contre du M4, vous allez pouvoir prendre 4 M4 de type machin. Bon. C'est assez récent comme mécanisme. Le rabais associé est un petit peu inférieur au standard, et vous êtes obligé de vous committer sur 3 ans. Ça veut dire que vous êtes obligé de vous engager à payer ces instances-là pendant 3 ans. C'est le mécanisme, je vais en parler, c'est le mécanisme principal de la réservation chez Amazon. Vous vous engagez à payer pour de la consommation de quelque chose chez Amazon pendant soit 1 an, soit 3 ans. Voilà. Donc avec les standards, vous ne pouvez pas changer de type, de famille d'instance, vous pouvez changer de type à l'intérieur de la famille. Il y a plusieurs mécanismes. Vous pouvez soit, au moment de la réservation, ne pas donner d'argent à Amazon du tout. Vous dites, je vous paierai chaque mois. Et du coup, Amazon vous fait un rebate d'environ 15%, à peu près. Vous pouvez choisir de dire à Amazon, je vais vous donner un morceau de tout ce que je vais vous devoir, parce que du coup, je m'engage sur 12 mois. Donc, je vais vous devoir finalement, mettons que l'instance coûte $1 000 par mois, je vais vous devoir $12 000 sur les 12 prochains mois. Je vais vous en donner 7 000 tout de suite, et puis le reste, tous les mois. C'est du partial upfront. Et vous avez le full upfront, je vous donne 12 000 tout de suite, et puis voilà, on n'en parle plus. Bon. En gros, ici, vous avez 14-15% de rebate. Là, vous êtes entre 30 et 40. Et ici, vous êtes entre 30 et 40. Du coup, moi, je conseille plutôt celui-là. Ça vous évite de sortir trop de trésorerie pour gagner 1,5% de rebate en plus. Après, ça dépend totalement de votre manière de faire la finance. Chaque boîte a ses voodoo un peu différents sur la finance. Vous pouvez vous engager sur 1 an ou 3 ans. Il n'y a pas intermédiaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est 1 an ou 3 ans. Il n'y a pas 2 ans. Il faut pas oublier qu'on peut réserver aussi. Donc, on peut réserver le C2. Là, c'est trivial, tout le monde le sait. Ce qu'on sait un peu moins parfois, c'est qu'on peut réserver du RDS, de l'élasticage, du Dynamo, du Redshift. On peut réserver beaucoup de choses en fait chez Amazon. Et on oublie un peu parfois de réserver ces choses-là. Et donc, vous avez un levier d'optimisation de coût qui est assez trivial ici. Ensuite, le second levier, c'est S3. Je ne sais pas vous comment vous gérez vos fichiers sur S3, mais moi, toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé, j'ai vu un trend monter comme ça sur S3, donc nombre d'objets. Puis on ne s'arrêtera jamais en fait, puisqu'on ne les supprime pas. La plupart des entreprises ne suppriment pas leurs dossiers, leurs données sur S3. On n'en a pas besoin. Le storage, il est virtuellement infini, et du coup, c'est plus un besoin, quoi. Et comme le coût du storage est relativement bas, tant qu'on n'atteint pas des dizaines et des dizaines de téras, ou des pétaoctets, tant qu'on n'est pas dans ces niveaux-là de stockage, on ne se pose pas la question en fait de supprimer. Alors qu'il y a des mécanismes triviaux
pour dire, notamment au travers des life cycles, sur un bucket S3, vous pouvez dire, je dépose ma donnée, pendant 7 jours, on la garde en classe de storage normale, puis au bout de 7 jours, on va la placer en classe de storage infrequent access. Vous avez déjà divisé par 2 votre facture de storage. Infrequent storage, ça veut dire que c'est de la donnée que vous accédez très peu, donc typiquement du log Apache ou du log Nginx. Bon, bah super, on a besoin de stocker ces logs, c'est compliant, tout ça, légal, machin. Bon, super, on les stocke, on n'y accède jamais en fait. On y accède une fois tous les 6 mois quand on a une requête, quand on a un problème, quand on a un besoin. Et finalement, vous pouvez les mettre en IAS, quoi. Vous pouvez les mettre en infrequent access. Le downside, c'est que vous allez payer plus cher le requêtage, hein, sur cette classe de stockage, vous allez payer un peu plus cher quand vous voulez chercher la donnée, mais vous divisez par 2 vos coûts de stockage. Il y a juste un tout petit trick à savoir, c'est que si vous faites beaucoup de fichiers de moins de 128K, c'est pas du tout la bonne classe, parce que chaque bloc IAS fait au moins 128 kilooctets. Donc, si vous êtes en dessous et que vous avez des millions de fichiers, ça va vous coûter beaucoup plus cher de faire ça que de faire du standard. Voilà. C'est le petit kick à connaître. Si vous voilà. Et donc, en life cycle, comme je disais tout à l'heure, on peut commencer 7 jours en se disant, bon voilà, pendant 7 jours, on va considérer que les logs applicatifs, j'en ai besoin pendant les 7 prochains jours. Ensuite, on va les passer en IAS parce que concrètement, je vais y accéder que si on me met un flag sur l'attente. Et ensuite, derrière ça, je peux les supprimer, en fait, au bout de 18 mois. Donc, dans mon life cycle, je dis, au bout de 18 mois, delete. Enfin, ça vous est déjà arrivé d'aller chercher des logs de 18 mois Apache? Okay. Dernier élément d'optimisation sur S3, c'est ce qu'on appelle le VPC endpoint. Alors ça, c'est assez capital. Quand vous utilisez S3 depuis l'intérieur d'Amazon, si vous n'utilisez pas S3 au travers d'un VPC endpoint, votre requête, elle part de votre instance EC2, elle sort sur Internet. Donc, vous payez l'egress de votre fichier que vous allez déposer. Vous la re-rentrez sur Internet. Et quand vous allez récupérer le fichier, c'est pareil. Vous la ressortez d'S3, vous repayez l'egress et vous la rentrez sur votre instance. Donc, vous êtes sur la bande passante Internet et vous payez l'egress au put et au get, quoi. Avec un VPC endpoint, vous êtes intra-VPC. Vous discutez avec S3 à l'intérieur de votre VPC. Vous n'aurez plus de coût de data transfert entre vos instances EC2 qui utilisent S3 et S3. C'est un levier assez intéressant aussi. Les spot instances. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des instances qui, finalement, c'est les spares d'Amazon, en fait, pour rebondir avec le début de la presse. Et du coup, comme ils sont allumés, Amazon les vend au rabais en se disant que s'ils en ont besoin, ils peuvent les reclaim. Et donc, ils vous les vendent avec un rabais de l'ordre de 90%. Vous êtes sur un marché d'enchères, en fait, alors qui n'est pas tout à fait de l'enchère. Vous allez placer une enchère. Vous allez dire, par exemple, j'ai besoin d'une R3 8X. Son coût on-demand, c'est, je sais pas, $1 de l'heure, par exemple. Son coût, son market price sur le spot market, c'est 10 centimes. Vous allez placer une enchère à 11 centimes. Donc vous allez obtenir l'instance, puisque vous allez payer plus cher que le market price. Mais vous allez payer 10 centimes. Vous utilisez cette instance, et puis le prix de marché augmente de 2 cents. Donc, vous allez passer à 12 centimes. Votre instance, dans les 2 minutes, elle disparaît. Donc, c'est extrêmement pratique pour faire des workloads de type batch, des choses qui supportent très très bien d'être interrompues et de reprendre. Donc, concrètement, des choses qui ont très peu d'état. Principalement du compute. Ça se marie super bien avec EMR, spécifiquement. Et alors après, il y a des stratégies d'enchères sur le spot market. Et il y en a différentes. Nous, celles qu'on utilise, c'est qu'en général, de plus en plus, on vient bider au prix du on-demand. Ça veut dire que donc si je reprends le même exemple, ma R3 8X, si j'en ai besoin et que je veux faire du spot avec, je vais aller bider $1. Même si le market price, c'est 10 centimes, en fait. C'est pas grave. Ça veut dire que tant que le market price, il sera pas au-dessus $1, donc au-dessus du prix on-demand, j'aurai toujours une instance. Et en faisant ça, on s'aperçoit qu'en fait, on paye 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes. Donc, on paye toujours moins cher que le on-demand. Et quand le market price se rapproche de nous, ça veut dire que c'était plus intéressant de prendre le on-demand de toute façon, premièrement. On s'aperçoit du coup qu'on se fait reclaim très rarement. Par contre, nous, on en est arrivé à supposer que Amazon, de temps en temps, fait un petit nettoyage de printemps, quoi. Ils font un surge price à $15. Bon, okay. Et ils ramassent tous leurs jouets. Et puis après, ils les remettent à disposition des gens, quoi. Mais on s'est aperçu de ça. Oui, et juste en préparant ce talk,
je ne savais pas comment fonctionnait ce 2-minute warning. Je pensais qu'il y avait une notification SMS en fait, qui était envoyée. Je pensais qu'on pouvait récupérer de manière passive cette notification. Alors pas du tout, il faut sur l'instance écouter sur le serveur de metadata. Et donc, il faut en permanence curler le serveur de metadata pour vérifier qu'il n'y a pas un truc qui passe de tout va bien à attention. Ce qui n'est quand même pas le truc le plus simple à faire, quoi. Le transfert de données. Le transfert de données, c'est très très cher chez Amazon et spécifiquement le data transfert inter-ASY. Un jour ou l'autre, vous rendrez compte de cette problématique. Spécifiquement si vous déployez des systèmes distribués. Je vais prendre 2 exemples. Cassandra et Kafka, par exemple, sont des systèmes distribués qui ont, pour être highly available, ils ont besoin d'être dans 2 zones différentes. Ils passent leur temps à discuter entre eux over the network. Alors, ça coûte pas cher, ça coûte 1 centime le giga, mais quand vous avez des données, enfin une quantité de données importante, rapidement, ça devient un centre de coût très très important. De la même manière, si vous avez des instances qui s'appellent entre elles, il vaut mieux les colocaliser dans la même ASY. Et en fait, quand on part de ce principe-là, on peut architecturer pour rester à chat, ne pas avoir de SPOF, mais éviter au maximum le data transfert inter-ASY. Ou alors on l'accepte en tant que coût de run. Il y a 2 approches. Le egress Internet est vraiment assez cher chez Amazon. Pour ces 2 éléments-là, quand on faisait de l'infraphysique, en fait, c'est pas du tout naturel pour quelqu'un qui a fait de l'infraphysique un jour de devoir payer pour ça et pour ça, c'est pas du tout naturel. On avait l'habitude de payer pour un tuyau. On payait quelques milliers d'euros pour sortir sur Internet, ou quelques milliers d'euros pour rejoindre 2 DC, deux DC. Et après, quelle que soit la quantité de données qui passait, si on utilisait 100% de la bande passante 100% du temps, c'est pas grave. On avait payé pour le tuyau, quoi. Là, c'est l'inverse. On n'achète pas le tuyau, donc si on n'utilise pas, c'est gratuit. Par contre, dès qu'on passe quelques gigas, c'est payant. Et quand vous dépassez un certain nombre de téraoctets, si vous sortez plusieurs centaines de téraoctets par mois en bande passante Internet, rapprochez-vous de votre account manager. On peut discuter un peu avec Amazon pour avoir du pricing un petit peu plus souple. Et un autre élément, c'est CloudFront. CloudFront, donc c'est le CDN d'Amazon. La bande passante qui sort de CloudFront est moins chère que celle qui sort de C2 ou de S3. Et du coup, typiquement devant S3, par exemple, si vous servez des fichiers statiques avec S3, mettre CloudFront devant, c'est un no-brainer, quoi. C'est vraiment c'est un win total. Vous payez pas entre le trafic entre le edge server CloudFront et l'origine sur S3. Donc vous payez pas tout ce transfert de données. Vous servez la donnée le plus proche de l'utilisateur, donc vous la servez plus rapidement et vous la servez moins cher en plus parce que la bande passante sortie de CloudFront est moins chère. Si vous utilisez S3 sans CloudFront, mettez CloudFront tout de suite, quoi. Et surtout, dès que vous dépassez 10 Tera par mois, je crois, d'expulsion CloudFront, vous pouvez commencer à discuter pour réserver de la capacité. Sur le même modèle que les réservations d'instance. Vous allez vous engager tous les mois à sortir 15, 20, 50, 100 Tera au travers de CloudFront et du coup, vous allez passer d'un coût de giga à 8 cents le gig. Vous allez descendre à 4. Voilà. Et enfin, le dernier élément, ça paraît le plus petit et en fait, on s'en rend pas compte, mais on a énormément d'infrastructures qui n'est pas utilisée. Dès qu'on a un compte qui grossit un petit peu, dès qu'on a beaucoup de gens qui ont accès à ce compte-là, et spécifiquement une IP élastique qui n'est pas attachée à une EC2, Amazon vous facture. Si vous l'attachez à une EC2, c'est gratuit. Si vous l'attachez pas à une EC2, elle est payante, quoi. Les EBS qui démarrent avec les instances EC2, quand vous terminez l'instance, si vous terminez pas l'EBS, Amazon vous le dit, mais on ne fait pas forcément attention, et donc vous avez des block stores en fait qui sont disponibles, que vous payez, qui sont disponibles dans votre Internet, mais qui sont attachés à aucune instance, donc qui servent concrètement à rien, quoi, et que vous n'allez jamais réattacher. Le root volume d'une EC2, on le réattache rarement. Ça et les snapshots aussi. On empile très souvent des snapshots dans un compte Amazon. Ça vaut le coup de regarder ça. Un ELB qui n'a pas de trafic, un ELB sans trafic du tout, avec pas d'instance derrière, ça coûte $20 par mois. C'est pas énorme par rapport à d'autres montants, mais c'est toujours ça de prix et c'est de l'infrastructure qui est inutilisée, qui sert à rien, quoi. Toutes les instances qui n'ont pas de network activity depuis plus de 7 jours. Dans un contexte cloud, je vois pas.
Tous ces éléments-là, vous avez un outil Amazon qui vous permet de les sortir plus facilement. C'est un outil qui s'appelle le Trusted Advisor, qui n'est pas forcément très connu parce qu'il est accessible qu'à partir du niveau de support business, qui est le niveau de support intermédiaire. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher. Si vous n'y avez pas accès et que, en fonction de la taille de votre facture, etc., le gap entre le niveau de support dans lequel vous êtes et le support business n'est pas très important, moi, je vous invite à vraiment regarder. C'est un outil qui contient 4 piliers. Il y a les coûts, la sécurité, la performance et un 4e pilier. Donc, je vous invite à regarder ça. Et je crois que… Ah oui. Les takeaways, donc s'il faut partir avec 5 idées, pour partir dans le cloud, pour passer du capacity building au cost optimization, il faut cloudifier ses workloads, donc ça veut dire utiliser l'élasticité, utiliser les back-end managés, utiliser les spot instances par exemple, monitorer ses coûts de manière quotidienne, utiliser les réservations et les instances spot, optimiser sa consommation S3, c'est vraiment très important ça aussi, et regarder évidemment, faire le ménage quoi, faire le ménage. Et je crois… Ah oui, une dernière chose. Évidemment, chez Teads, on cherche des gens. Si vous êtes invité, enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, l'URL est là. Je crois que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une petite question concernant les spots, justement. Donc, concernant le système de spots, effectivement, l'histoire du saut à $7, c'est effectivement… On peut pas contredire ça. Est-ce que, alors moi, j'ai pas étudié suffisamment longtemps, mais est-ce que vous avez remarqué des fluctuations? Est-ce qu'il y a une régularité dans ces pics à $7? Parce que bon, là, je viens d'apprendre effectivement l'histoire du 2 minutes warning. Ça, je le savais pas du tout, donc déjà, c'est cool, merci beaucoup. Ouais. Mais du coup, c'est vrai, c'est un peu frustrant de se retrouver bloqué à pas pouvoir instancier des EC2 à cause de ce cap à $7 qui est manifestement volontaire, effectivement. Alors, on n'a pas identifié de périodicité qu'on peut réellement traquer et dire il y a un pattern, c'est tous les 15 du mois. Non, par contre, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas pareil selon les ASI. Du coup, si tu as un surge en ASI A, peut-être que tu l'as pas en B. Et donc, en fonction de comment tu as construit ton infrastructure sous-jacente, donc ton VPC, tes subnets, en fonction de comment ça s'est organisé, tu peux en fait déplacer ton workload, quoi. Ça dépend de ton niveau d'automatisation aussi, quoi. Et après, moi, je déconseillerais quand même d'utiliser des spots à 100% pour du workload de prod, quoi. Faut qu'on soit clair. Hein. Ton workload de prod qui te fait manger à la fin du mois, donc ton entité de facturation, il faut que tu assures au minimum le min trafic. D'accord ? Que tu viennes absorber tes spikes avec du spot parce que ça coûte moins cher et que ça te permet de faire plus de marge, c'est une très bonne chose. Si tu mets 100% du spot, un jour ou l'autre, tu vas prendre un mur, quoi. Alors, merci beaucoup. Voilà. Il y a des nouvelles ASI aussi. Chaque fois que les ASI, elles sont généralement moins chères. Ouais. Pendant un petit moment, et vous n'avez pas essayé de faire de la prédiction du temps que va durer l'instance, pendant combien de temps vous arrivez à la garder up finalement en fonction du prix que vous allez mettre dessus ou… Alors nous on l'a pas fait. Il y a une boîte israélienne qui s'appelle Spotinst qui a construit son business autour de ça. Eux te proposent… tu vois ? Oh, ça paraît assez logique. Ouais. Nous on l'a pas fait parce qu'on n'utilise pas suffisamment de spots pour ça. Et finalement, on a pris une stratégie hyper bidon. On build le on-demand et puis ça marche 99% du cas. Bon, voilà, pendant 1% du temps, c'est des workloads qui sont pas capitaux, qui sont pas cruciaux. Voilà. Et au pire, on peut redémarrer on-demand, c'est pas un problème. Par contre, Spotinst, c'est une boîte assez intéressante. En fait, ils fournissent un load balancer. Donc, ils se mettent devant Amazon, en fait. Ils se mettent en amont d'Amazon. Ils fournissent un load balancer sur lequel ils vont avoir plusieurs autoscale groups et une grosse partie composée de spots. Et puis après, toi, en tant que client, tu vas tuner, tu vas dire je veux 15%, 20% de on-demand pour assurer vraiment mon core business. Sur le papier, ça peut faire gagner beaucoup d'argent. On les a rencontrés, on n'a pas voulu avancer trop loin parce qu'on n'était pas prêt pour mettre nos load balancers de prod chez une startup, mais voilà, c'est peut-être un élément à creuser, quoi. J'ai vu qu'il y avait des alarmes J'ai vu qu'il y avait des alarmes qui permettaient d'analyser le billing.
j'ai pas creusé plus que ça, mais est-ce que c'est une piste pour suivre son billing. Alors moi, je les ai utilisés pas chez Tease, ailleurs, effectivement. On peut mettre des alarmes sur CloudWatch. En fait, il y a une partie du billing qui est disponible sur CloudWatch, mais c'est pas hyper fin. Donc, on a par exemple le montant de facturation du début du mois jusqu'à aujourd'hui. Et ça, donc, c'est une courbe qui monte, évidemment. Moi, j'avais mis une barrière, j'avais mis une alarme à 50% de ce que j'estimais qui allait être ma facturation mensuelle. Ce qui me permettait de voir à quel moment dans le mois est-ce qu'on était proche du 15 du mois quand j'atteignais ce niveau-là. C'était avant tous les outils dont j'ai parlé. À cette époque-là, j'avais pas cette fameuse hygiène de facturation, je ne faisais pas de manière quotidienne, quoi. J'attendais de recevoir ce mail-là autour du 15. Donc, c'est possible. Je sais qu'ils ont sorti un produit qui s'appelle Amazon Budget, qui permet de setter des budgets sur des ressources AWS. J'ai pas trop creusé le sujet et c'est censé t'alerter quand tu te rapproches du budget que tu as prédéfini. Par exemple, tu dis je veux utiliser 20 kilos de dollars mensuels sur EC2. Et quand tu te rapproches, quand tu es à 18, en fait, tu reçois une alerte parce que tu t'es rapproché de ton budget sur EC2. Donc mais c'est pas dans CloudWatch, quoi. C'est dans la partie billing. D'accord, mais du coup, CloudWatch permet de faire. CloudWatch permet de faire vraiment des trucs super high level, ouais. Sur les réserves à distance, si tu changes de contrat en cours de route, tu peux d'abord est-ce que tu peux t'engager pour 3 ans, c'est écrit dans le marbre ou... Alors, comme pour beaucoup de choses chez Amazon, il y a la théorie puis il y a la pratique. La théorie, c'est que c'est un contrat que tu signes et qui t'engage. La pratique, c'est qu'en fonction de ton niveau de facturation, tu peux discuter avec ton account manager, quoi. Surtout, j'imagine, si tu veux augmenter la catégorie de ton instance. Ouais, si tu veux augmenter c'est vraiment une bonne question. Je pense que ça va aussi dépendre de où tu en es dans ta réservation, de est-ce que tu t'es engagé sur 3 ans ou sur 1 an. Si tu t'es engagé sur 1 an et que ça fait 15 jours, par exemple, nous on a eu le cas, je crois. On s'est engagé sur 1 an et au bout de 15 jours, on s'est rendu compte que c'était trompé l'instance type. On a pu faire annuler, je crois. Tu vois, si je me trompe, Loïc, parce que c'était toi qui l'avais fait. Si, je les ai vus dans la console. Donc, On pas passé de A à B, juste. on a échangé de Easy, mais du coup, ça a annulé le contrat précédent et ça en a créé un nouveau. Moi, je les trouve de moins en moins flexibles sur les discussions commerciales. Et à mon avis, plus on va avancer dans le temps et plus il faudra avoir des engagements très, très importants pour avoir de la flexibilité commerciale. Et donc aujourd'hui, au niveau spot instant, vous n'utilisez pas pour les workloads malgré le fait que ça tourne à 99%. Ouais. Et le fait que tu es capable de dire que ça ne va jamais avoir un spike dans la même équipe à la fois. Je suis pas capable de le dire, ça. C'est une observation. Ouais. Et tu penses que c'est toujours pas une bonne idée de baser un workload de... Moi, j'aime bien dormir. Hein. Les surges aux US, s'ils arrivent et qu'il est 3 heures du matin, si tu veux, il faut que tu te lèves, il faut que tu remontes ta prod. Bon, la réservation, c'est pas mal, quoi. Ouais. Effectivement, mais pour les services, c'est batch. Après, on l'utilise sur des workloads de production. C'est pas des frontaux qui répondent à des requêtes HTTP, quoi. On n'est pas sur du. Tu vois, sur EMR, par exemple. Non, vous avez accès à l'historique de pricing de ces instances-là sur des périodes, je crois, 3 mois. Sur des moments où Et c'est pas possible de mélanger des instances spot et standards sur un même load balancer? Alors, sur un même load balancer, il me semble que si. Sur un même ASG, il me semble que non. Du coup, tu dois avoir des scale groups différents. Ou alors, pardon, excuse-moi. En fait, c'est au niveau de la launch conf. Je crois que c'est la launch configuration qui définit si tu es en lifecycle spot ou en on-demand. Et du coup, la launch conf, elle est appliquée à un autoscale group et tu peux avoir qu'une seule launch configuration à un instant T qui soit appliquée sur un autoscale group. Alors, ça fait partie des éléments qu'on avait. On a essayé un peu ça. On construisait des launch conf spot. Et du coup, quand on mettait en production en cours de journée, quand on était disponible et réveillé, on démarrait que des spots instances, en fait. Ce qui nous permettait de réduire notre coût pendant qu'on était éveillé. Et puis après, on changeait la launch conf pour passer sur la launch conf on demand,
pour tout l'autoscaling qui allait avoir lieu pendant la nuit. Donc spécifiquement, pendant que c'est la nuit ici, attendez que je ne dise pas de conneries, ouais, pendant que c'est la nuit ici, on est en pic de trafic aux US. Ça. Donc pendant la nuit, on scalait sur du on-demand, ce qui nous permettait d'avoir à la fois un peu de flexibilité spot. Et bon, aujourd'hui, on a encore des phases de déploiement qui sont trop manuelles pour pouvoir continuer ce mécanisme-là. Si on automatisait entièrement ce truc-là, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est encore trop manuel. Et si un développeur qui va mettre en production oublie de rechanger la launch conf une fois qu'il a fini son deploy, donc on a, je sais pas, 20 instances spot qui tournent dans notre ASG, et il a oublié de changer la launch conf pour repasser sur un on-demand pour supporter l'élasticité pendant la nuit, ben on va se retrouver à scaler sur du spot, et du coup à prendre le risque d'avoir un surge la nuit, quoi. Donc après, ça c'est vraiment un problème assez mineur qui se règle avec de l'automatisation, tout simplement, puisqu'on n'a pas encore taclé jusqu'au bout la partie automatisation du deploy chez nous, quoi. Ok. Merci beaucoup.